Donc moi, je voudrais reprendre ce à quoi vous êtes parvenus tous les deux à la fin. Donc par exemple, le dernier mot que tu as dit, à peu près, s'autonomiser. Hein, et je voudrais demander à tous les deux, que pensez-vous du fait d'ajouter à toute cette merveille que vous avez décrite de réalité, de comment réagir, etc. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'ajouter un mot que vous n'avez pas dit, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître soi-même. Et s'autonomiser, ça veut dire apprendre à se reconnaître et à se connaître soi-même comme ayant un corps, une âme, un esprit, et comment, dans le fait de pouvoir réagir à tous ceux qui veulent nous esclavagiser dans nos façons d'être, hein, d'apprendre à reconnaître que pour avoir une réaction autonome, il faut se demander qu'est-ce que c'est cette sorte de pensée qu'on veut dire, et qu'est-ce que ça veut dire de penser vraiment, comment est-ce que je peux l'expérimenter pour faire la différence entre un truc qui m'est inculqué et un truc que je découvre parce que je suis en observation, parce que je m'interroge moi-même et que je laisse les mots venir pour pouvoir décrire. Hein. Et la deuxième partie, c'est apprendre à connaître son âme, c'est-à-dire la partie du milieu qui est capable d'éprouver les choses et de se demander en quoi ce que ça me fait éprouver, les trucs qui se passent et qu'on veut m'imposer, en quoi c'est pas des vraies communications avec ce qui se passe, avec la qualité des choses et avec comment je peux les éprouver moi-même et dire oui, je l'éprouve vraiment. C'est pas un truc qui m'est imposé et c'est pas un truc qui est parce que je me laisse aller à quelque chose qui m'intéresse moi et qui n'est pas collectif. Et la troisième chose, voilà, et la troisième chose et dernière, c'est comment je peux faire l'expérience des choses que je veux faire pour faire la différence entre je veux le faire parce que ça me plaît pour moi-même ou je veux le faire parce que c'est nécessaire pour le monde et pour l'union avec moi. Voilà, donc la question c'est est-ce que vous êtes d'accord que ça serait important de rajouter la notion de connaissance de soi dans le fait de pouvoir évoluer dans les trois parties que l'on a et la quatrième qui est être un jeune. Sur le frontispice du temple d'Apollon à Delphes a été marqué « Notis Eotan ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras les choses du monde et des dieux. Et ça reste vrai aujourd'hui et une grande partie de ce qu'on est en train de vivre nous aide à nous connaître nous-mêmes. J'ai entendu des gens dire « Oui, mais j'essaye de parler des effets secondaires à quelqu'un en face de moi, que j'aime, etc. pour le mettre au courant, l'éveiller, et il ne veut pas m'entendre. » Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait très souvent dans l'info Covid, c'est l'art du retournement. Ce qui m'arrive là n'est pas la responsabilité de la personne en face, n'est pas... c'est à moi, ça m'appartient à moi, elle vient me dire quelque chose de moi-même. Peut-être que j'ai peur de ces effets secondaires. En fait, c'est ça la vraie raison de ce pourquoi j'essaye de le dire à la personne en face. Mais qu'elle-même n'a pas envie de prendre ma peur. Et c'est bien légitime, surtout une fois qu'elle l'a dans le corps, et qu'elle n'a pas du tout, et qu'elle ne peut pas l'enlever. Et donc là, il y a un vrai travail sur moi-même. J'ai peur de ça. Est-ce que je peux accueillir cette peur, la traverser, la transformer, en faire autre chose? Une envie de bienveillance, de soin, d'accompagnement de cette personne-là, de veiller sur elle, et qu'au fond, la convaincre que Pfizer, AstraZeneca sont des saloperies, bon, ça sert à rien, c'est pas l'enjeu. C'est plutôt lui offrir mon attention, ma bienveillance. Donc, à chaque fois que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose se passait devant, c'était une aide à savoir ce qui se passait là-dedans. Et à comprendre, moi, qu'est-ce qui me touche et de quoi j'ai envie vraiment. Et ça, on ne se pose pas très souvent la question, parce que souvent, on va dire c'est la faute de celui d'en face. C'est le salaud de Macron. Ouais, c'est dur hein, de ne pas se dire ça, que c'est pas sa faute. Mais qu'au fond, il est le précipité de nos lâchetés collectives, de nos défaillances collectives et individuelles. Voilà, je l'ai dit.
Alors, Louis parlait de frontispice. Il y en a. J'ai tenu à mettre une image moyenâgeuse en ouverture. Je ne pense pas que vous allez le voir, mais d'un octeux qui n'a plus rien et il danse avec les rats qui sont sur lui de manière très sereine. Il est dépouillé, mais il n'est pas décharné. Il est très robuste, il est très puissant, il est très ancré, il est très enraciné. Il est dépouillé. Il n'a pas besoin de savoir, il a besoin de connaissances. Et c'est une différence quand on est éditeur de dire est-ce que je transmets du savoir ou est-ce que je transmets de la connaissance. Et quand j'ai eu beaucoup d'enseignements qui étaient des transmissions de savoir, ça m'a très vite ennuyé, très très vite. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur des vieux, toujours les... Comme dirait, c'est dans Kaamelott, il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, c'est vrai qu'on n'écoute pas assez des vieux. Et donc moi c'était, t'as vu, lui il va dans sa chambre là, il a un souci. J'ai été pour l'accompagnement de jeunes. T'as touché, t'as senti? Est-ce que t'as regardé ses yeux? Regarde là, t'as touché là, son œil il est différent de l'autre. Ça c'est de la transmission de connaissances. Et dans cette idée de dépouillement, et dans la transition que Louis a parlé entre Rome, la grande Rome, et puis la période pré-moyenâgeuse, il y a quelque chose qui était intéressant dans la chrétienté, en tout cas moi qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé à chercher, c'est les pères du désert. Et beaucoup lu sur la contemplation, qui permet selon moi d'accéder à une grande partie de la connaissance. Et c'était « il faut fuir dans la solitude ». Et dans le tourbillon de cette crise où il y a un bombardement d'infos, où il y a un bombardement de peur à l'intérieur et à l'extérieur, une des réponses pour connaître la folie, c'est pas de se surinformer par BFM ou par les publications merveilleuses des éditions Exuvie, c'est avant tout de fermer les yeux et de regarder en soi-même. Comment ça bouge? Comment ça s'anime? Comment ça me terrorise? Comment ça m'angoisse? Mais par contre, à un endroit, comment ça respire? Comment ça se dilate? Comment c'est fluide, comment c'est lumineux, comment c'est détendu. Et là, c'est le corps qui parle, incarné. Parce que oui, si je fais référence au Père du désert, mais la pratique religieuse n'a aucune importance. C'est la tentative de recherche de quelque chose qui est grandissant et qui donne des réponses à travers la symbolique, parce qu'à un moment donné, le savoir touche une limite. La connaissance est illimitée. C'est-à-dire, je peux apprendre, je peux... m'injecter toute ChatGPT ou tous les référencements Google dans un import microbus promu par le Starlink d'Elon Musk, ça ne fera pas de moi quelqu'un de conscient et d'élevé. Je pourrais peut-être aller sur Mars grâce à sa fusée, mais je ne pourrais pas m'élever. L'élévation, c'est-à-dire la composition de son existence dans quelque chose de très incarné ici maintenant, au milieu d'une rosace, c'est moi, qu'est-ce que je viens foutre ici? Et je suis un être autrement biomécanique, je ne suis pas transhumaniste, je suis perforé dans mon corps par une spiritualité qui dissout et reconstruit en permanence. Combien de fois de personnes j'ai vu expérimenter, ce que je veux dire, c'est expérimenter pas une fois, pas 10 fois, des centaines de fois. Les gens viennent avec un symptôme en bout de piste. J'ai ça, ils sont presque définis par leurs symptômes et leur maladie. Une question. Pourquoi? Mais la question posée avec le cœur et les yeux dans les yeux. Chose toute simple, combien de fois aujourd'hui on vous a demandé, tiens, salut, comment ça va? Et Louis, prenez cet exemple. Il est puissant. Salut, ça va Louis? Mais, ça va Louis? J'aurai une autre réponse. Parce que j'ai regardé dans sa profondeur, j'ai envie profondément de savoir comment il va. J'ai envie. Et je ne veux pas d'un instant superficiel. Je veux que son âme touche la mienne pour ressentir où il est à cet instant. Et donc si on arrive à communier avec notre beau-frère qui est vacciné 3 fois en lui demandant comment ça va, il ne va pas vous cracher au visage et vous vomir l'article de loi de je ne sais pas quoi. Cette disposition-là de vouloir vraiment connaître l'autre et une vérité transcendante par rapport à toutes les élucubrations qui tournent autour de nous, elle est de mon point de vue absolument fondamentale et c'est l'unique enjeu de ce qui est vécu ici. Comme l'a dit Louis, il y a cette tentative de partage aujourd'hui, de cette médiation
provoquez collégialement, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Je disais Louis en organisant la conférence, je mets cette intention-là, peut-être que j'échoue dans la médiocrité aussi qui m'habite et mes limites, mais la tentative est celle-ci. C'est d'essayer de recevoir ce pourquoi vous êtes venu et d'essayer de faire passer ce pourquoi je suis venu. Tout comme j'essaye de faire passer à Louis ce pourquoi j'essaye d'animer les choses. Et ce faisant, on coupe l'aspect superficiel des choses et on fait rentrer dans la matière la connaissance immatérielle. Voilà. Merci vos interventions. Alors, vous avez en fait répondu à ma question, mais je vais quand même la poser, parce que ma question était là, dans tous les pays, et je dis bien tous les pays, que ce soit les États-Unis, ils sont en train d'acter les CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques, de banque centrale. En octobre dernier, si mes souvenirs sont bons, c'est la Russie qui a fait ses propres CBDC, la Chine il y a 2 ans, et l'Union européenne prépare sa monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique. Je disais, bientôt ils vont se débarrasser du liquide, donc tout sera tracé selon les normes du gouvernement, et si on n'est pas d'accord, on n'a plus le compte en banque, on n'a plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc si on n'est pas injecté et si on n'a pas tout ce qu'il faut, selon leurs normes, inutile de dire qu'on n'aura pas du tout de monnaie de subsistance. Mais vous avez répondu à ma question, vous avez dit il y a les moines qui sont partis, ils sont mis en communauté. Donc voilà. Est-ce que vous pensez comme ça? Est-ce que c'est une vraie réponse à la question? Comment agir vis-à-vis des CBDC qui arrivent et l'intelligence artificielle qui va aider à vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas se débrouiller? Alors c'est un gros sujet, merci d'évoquer la question monétaire. Parce que la monnaie, c'est le sang de notre système. Hein. Touche pas au Grisby, salope. C'est pas de moi, hein, c'est Odia. Vous m'entendez? Non, j'ai dit une grossièreté. Et chiter les tontons flingueurs. Non, la monnaie est un gros sujet, effectivement, et elle touche à la question de l'énergie et à la peur de la mort, in fine. La question, pourquoi est-ce qu'on a un livret A, un LDD, pourquoi est-ce qu'on a un compte à la nef, pourquoi thésauriser cet argent? Cet argent devrait être le sang vivant, réinjecté en permanence dans le système. Donc c'est bien quand on met de côté que demain est incertain, et qu'on cherche à rassurer demain, à le stabiliser. Et au fond, la disparition de l'épargne, la disparition de la monnaie est peut-être une chance. C'est-à-dire que demain redevient à nouveau mobile, ouvert, plein de possibles. Mais c'est pas confortable. Personne n'a dit que ce serait facile. Personne n'a dit qu'il n'y aurait pas une partie de la population qui serait miséreuse. Et en même temps, est-ce qu'en France, ne rien faire ne devrait pas aboutir, ou ne rien produire comme œuvre, on va dire pas juste du travail, hein, de l'œuvre, effectivement, ne devrait pas être sanctionné de misère. Il y a une sorte de retour de bâton, quelque part, où pendant des années, l'Occident a exploité l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie, en faisant son usine, en déplaçant sa pollution par proxy, etc. Et une des options potentielles de ce qui est en train de se passer, c'est la destruction complète de nos économies. C'est en cours, hein, j'ai vu beaucoup de rideaux tirés dans le 10e, là. Je ne sais pas si les entreprises sont en train de fermer, mais pour un samedi matin, j'étais quand même relativement étonné d'aussi peu de vitalité économique dans les quartiers, quoi. Jusqu'à ce que le système en meure. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est insupportable en France. C'est insupportable. Vous avez un niveau de contraintes administratives, techniques, fiscales, qui sont juste hallucinantes pour faire votre accès handicapé, etc. On pourrait tous se mettre ensemble et porter la personne en fauteuil roulant. C'est ce qu'on faisait, nous, à l'école, hein, quand on était petits. Non, il faut faire une rampe à 55 000 balles. Et vous allez prendre quelqu'un qui va venir vérifier si elle est bonne. Et si jamais il y a 1 mm de bitume qui n'est pas bon, eh ben, il faudra refaire. Et ça vous coûtera 15 000 € de plus. Donc c'est du délire. C'est pas ça qui rend vraiment service à un handicapé. Donc, est-ce que c'est triste? Pour moi, il y a l'histoire de Saint François qui est intéressante, et je vous invite à lire un livre qui m'a particulièrement touché, que je relis régulièrement, qui est Le Trébat de Christian Bobin.
dans le très bas de Christian Bobin, c'est l'histoire de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est le fils d'un riche drapier. Et il hésite sur ce qu'il va vivre. Un coup, il va être croisé le fer pour devenir un vrai chevalier. Mais il est blessé, il n'est pas fait pour ça, c'est pas un héros comme ça. Et puis ensuite, il va vouloir draguer les filles, être un séducteur, un don Juan qui les fait toutes tomber. Ouais, il n'est pas fait pour ça. Et il va revenir, et il va dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Et il va y avoir un procès, parce qu'il a pris de l'argent à son père pour le donner à l'église d'à côté pour reconstruire l'église. Et son père lui fait un procès. Et pendant ce procès, Saint François dit, je te rends mes vêtements, je te rends tout en fait. Je pose tout ici et je pars. Je pars à poil, reconstruire l'église. Alors c'est le folklore de l'époque et du christianisme. Mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, la traversée du désert est un dépouillement. C'est vrai aussi dans l'Ancien Testament. Les Hébreux qui partent d'esclavage ne partent pas avec le magot des Égyptiens. Ils partent à poil. Ils laissent tout. Le repas de Pessah, c'est pas un repas assis tranquille. C'est un repas avec le sac sur l'épaule. On est prêt à partir. On a sacrifié l'innocence. On n'est plus innocent. On va connaître et le bien et le mal. Et on doit partir à travers le désert. Mais dans tous ces récits, il y a toujours quelque chose qui vient. La main, un truc providentiel, un coup de bol, fait que vous ne manquerez de rien. Si vous avez confiance dans la vie, vous ne manquerez de rien. Et donc, ouais, vous n'aurez pas une piscine, vous n'aurez pas une Jaguar, vous n'aurez pas un 4x4, vous n'aurez pas un SUV, vous n'aurez pas un appart à Paris. Il faudra partir de Paris. C'est une chance, donc vous n'en rêvez pas tous. Et pour aller retrouver quelque chose de plus vrai. Donc il y a cette phase de dépouillement, et moi, elle ne me fait pas du tout peur, parce que, en fait, par la suspension, on l'a déjà vécu. Jusqu'à être ponctionné sur notre compte en banque avec mon épouse. Directement. Ils vont récupérer l'argent. Donc nous, on a compris. Ton argent n'est pas ton argent. Voilà. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec la vaccination. Demain, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec je ne sais pas quoi. Demain, c'est parce que après-demain, parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce système. Ok, on peut en sortir plus ou moins violemment. Là, pour le moment, c'est un peu progressif. 18% d'inflation. Ok. Bon, ça va, 18%. Voilà. C'est rien. En réel, peut-être 25. Et puis, si vous ne comptez pas l'immobilier, si vous comptez que l'immobilier, wow, là, c'est bon, vous n'avez même plus d'endroit où loger, quoi. Et ça va forcer à serrer les coudes. Les suspendus, c'est une image qui a été prise par un philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben. Il n'a pas parlé des suspendus spécifiquement, mais il a fait un livre qui s'appelle Homo sacer ou la vie nue. Et l'homo sacer, c'est quoi ? C'est dans la Rome antique celui qui est déchu de ses droits sociaux. Et donc il n'a même plus le droit d'avoir d'argent non plus. Hein. Et on a le droit de lui taper dessus. On a le droit de le tuer même. On n'encourra aucune peine. C'est exactement ce qui s'est passé pour les suspendus. Et on va tous être suspendus, d'une manière ou d'une autre. Ça a été les artistes qui étaient non essentiels pendant un moment. Voilà. Après c'était les soignants, demain ce sera les enseignants, après-demain là c'est tout, c'est les paysans. Après-demain ce sera les administratifs qui seront remplacés par ChatGPT. Et on sera tous remplacés par ChatGPT, y compris Julien Pain. Qui peut-être s'est déjà transmuté. ChatGPT.8.5. Ouais, il s'identifie ChatGPT, il est xénogenre ChatGPT. Et donc, c'est une blague. Mais tout ça pour dire que cet homo sacer ou la vie nue, ça va ensemble, la vie nue. Tu es sacer, tu ne fais plus partie de cette société. Tu n'as plus aucun droit. Mais par contre, la vie nue est là. Et la vie nue est là, c'est l'ensemble du sauvage, du possible, de la transgression, de la possibilité de création. Et ça, c'est très précieux. C'est-à-dire, c'est en train d'arriver et il nous est rendu une possibilité de créativité. Et je peux vous le partager, c'est pas idéologique, c'est pas dogmatique, c'est juste ce que j'ai vécu ces 3 dernières années. J'ai fait 3 bouquins, des documentaires, créé des collectifs à gogo. Moi, je suis pas capable de faire ça. Comment ça va être possible ? Moi, je faisais mes gardes, je touchais mon salaire. S'occuper des enfants, c'était déjà énorme. Et là, il y a tout ça qui est possible. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour Fabien, mais c'est vrai pour chacun d'entre vous. Combien vous avez fait de choses inattendues par rapport à ce que vous pensiez pouvoir faire, pouvoir survivre ? Ça, c'est un premier point. C'est cette vie nue qui nous est rendue. Et le deuxième point, pour répondre, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est les systèmes totalitaires sont en fait des systèmes complètement cons. Et l'autre jour, c'est-à-dire qu'ils ont des failles systémiques énormes, des béances systémiques. Et là, par exemple, vous allez mettre votre argent en Estonie, vous ne payez pas d'impôts, quoi. Là, aujourd'hui, vous allez à Bahreïn, pareil. Il y a plein de failles. Il faut juste les exploiter. Mais à la fin, ça veut dire admettre que je vais continuer à autodétruire ce système jusqu'au bout. Et ça, c'est pas facile à accepter.
Parce que c'est-à-dire, les bases sur lesquelles je repose vacillent. La valeur même de ce que je vis commence à être mise en cause. Mais on est à Marseille et puis il y a le pass. Et une de mes filles est invitée dans une zone industrielle en périphérie urbaine pour aller faire du trampoline pour un anniversaire. On a désacralisé, y compris des anniversaires. Mais c'est sympa, hein, le trampoline est sympa. Il y a souvent des jeux très sympas. Bon, ça parle plus d'anniversaire. Et donc elle a vraiment envie d'y aller. On dit bon bah oui, ok, t'as emmené quoi. Mais elle dit ouais mais il y a le pass, on ne pourra jamais rentrer. C'est impossible. Et ma femme lui dit attends, on va voir. Et puis on n'est jamais certain. Elles arrivent là-bas, et puis il y a la queue, et puis ma fille marche le long de la queue et va jusqu'à la dame de l'entrée qui scanne avec sa douchette les QR codes. Et elle revient après de ma femme en disant on va jamais rentrer, il y a le QR code, il faut mieux partir, ça sert à rien, ça sert à rien. Ma femme fait attends. On va voir. On y va, on n'a rien à perdre. Puis on n'est jamais certain. Puis ils arrivent devant la dame, puis la dame dit votre QR code s'il vous plaît. Ma femme dit j'en ai pas, j'en aurai jamais. Ah bon? C'est bon, vous pouvez passer. Alors, ma femme me rigole comme vous, je dis je comprends pas le coup là. Ah, moi je fais simple. Vous avez le QR code, je le scanne. Vous l'avez pas, je ne peux pas le scanner. C'est bon, vous pouvez passer. Et là, ça pour dire que dans ce système monétaire, ça n'est qu'une convention. Et si nous établissons nous-mêmes des conventions et qu'on rend des comptes à la CBDC comme il faut, on s'en fout, on fait bien ce qu'on veut, quoi. Et donc l'enjeu de la question monétaire, c'est est-ce que nous sommes un tissu de gens qui se font suffisamment confiance les uns dans les autres pour échanger les uns avec les autres. Ensuite, l'outil qu'on va utiliser, peu importe, et pour les CBDC, on pourra toujours bien faire semblant. Donc voilà, le totalitarisme en fait est voué à sa propre extinction et à recréer de la biodiversité, à stimuler la création de biodiversité, de failles. Et je peux vous assurer que tous les gens qui ont vécu dans des pays en guerre, dans des pays sous le totalitarisme, bon déjà ils ont été les premiers à voir que ça clochait, quoi. Quand j'ai eu le malheur de dire au tout début, je dis non mais quand même à mes collègues algériens ou qui venaient de Russie ou d'ailleurs, quand même le gouvernement ne peut pas nous valoir du mal. Ils m'ont regardé. T'es con quoi. T'habites dans quel pays quoi, enfin. Et eux ils savent que évidemment le gouvernement te veut du mal, toujours. Donc voilà, pour moi il y a besoin de se rassurer et de se confronter au monstre, c'est-à-dire d'aller voir, une fois qu'on a repris l'énergie vitale, de voir quelles sont les failles. Et il y en a plein. Le Bitcoin était une première proposition de faille par rapport à ça. Le jardin d'échange universel en est une autre. Il y en a plein en fait. Il n'y a jamais eu autant de foisonnement monétaire. Et donc je vous invite à aller voir Prenez Place, qu'on a fait là-dessus, qui est toute une initiative sur la question monétaire avec des sociologues de la monnaie, des historiens de la monnaie, des gens qui font du bitcoin, des gens qui font des monnaies locales. Ça va du babos à l'entrepreneur, enfin, c'est très intéressant comme tour de table pluridisciplinaire, et qui nous donne des clés sur cette question monétaire, et avec l'idée qu'elle prenne place, que nous remettions la question monétaire en plein centre du village. On a à peu près moins de 15 minutes encore, le temps de recueillir 2 ou 3 questions. Donc... On est trop bavard, on va répondre bien condensé. Alors, moi j'ai une question très pragmatique, c'est quand on a des gens qu'on aime qui se sont fait vacciner 3 doses ou 4, est-ce qu'il y a des traitements préventifs avant qu'ils développent des symptômes? Parce que je connais il y a Pierre Corry et Peter McCullough qui ont des protocoles, mais voilà, je me dis peut-être qu'on a des choses plus proches de chez nous. Merci pour votre question. Je suis la maman de Julien Pin, c'est pour ça. Merci. Il y a des... Vous coupez les caméras, vous sortez la personne du Conseil de l'Ordre, et vous sortez la personne des renseignements généraux qui est au fond. Et il faut qu'il y ait une demande. Il faut que la personne ait envie de faire quelque chose. Pour moi, c'est un préalable. Et j'en parle vraiment volontairement parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre lui-même. Et donc, il faut qu'il y ait cette demande-là avant. Sinon, c'est notre peur. Et ça, c'est à nous de nous soigner. Parce que l'immense majorité des gens qui ont eu ce vaccin iront bien. Et ça, déjà ça, on touche du bois. L'immense majorité des gens a l'énergie vitale pour supporter, et y compris une toxémie à l'ARN. C'est ça qui est beau quand même.
L'humain est costaud. Je peux vous assurer qu'en réanimation, on se donne du mal pour faire que les gens aient de la iatrogénie. Et ils survivent, quoi. Atterrés, quoi, par cette possibilité, mais pourtant si. Et donc, quelque part, voilà, ça c'est le côté réjouissant, il y a de l'énergie vitale et il y a plein de gens qui iront bien. Je pense que c'est un préalable à poser dans toute discussion sur ce sujet-là, parce que si vous adressez cette question à quelqu'un des effets secondaires, il n'a pas envie de l'entendre, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est dans mon corps, ça va, jusqu'ici tout va bien. Donc pendant ce temps, ça ne nous empêche pas de nous armer. Ça ne nous empêche pas d'avoir quelque chose, pour si jamais ils ont quelque chose, ou éventuellement diminuer la toxicité. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des espèces de protocoles de détoxication péri-injection. Donc effectivement, il y a le travail des FLCCC, de Pierre Cory, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est j'ai une certaine amitié, et qui travaille énormément sur le sujet, parce qu'aux États-Unis, ils sont moins timorés que nous, ils ont admis la question des effets secondaires, et ils ont plus de liberté entrepreneuriale, et donc ils ont déjà des espèces de cliniques de spikologie et de traitement de cette question. Et il y a un deuxième point avant de parler de ces traitements, c'est il faut préciser de quoi on parle. Parce que si vous avez la tête embourbée de le vaccin est rempli de graphène, est rempli d'un hydre, est rempli de choses toxiques, etc., que vous avez des conférences tous les 3 jours par des gens qui regardent au microscope sans savoir très bien ce qu'ils font et qui trouvent des bactéries, qui trouvent des champignons, etc., il y a des chances que vous soyez à côté de la question. Pour le moment, la seule chose avérée au niveau strictement scientifique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher le reste, c'est pas ça que je veux dire, mais pour le moment, il n'y a pas de graphène dedans. Voilà. C'est pas un problème d'antenne 5G, c'est pas un problème etc. Donc là, on va diverger sûrement parmi nous. Mais moi, je vous donne le regard académique sur le sujet. Le regard académique, c'est la toxicité de spike, la toxicité des nanoparticules lipidiques, la toxicité de l'ADN qu'il y a dedans. Et il y a de l'ADN plasmidique, avec pour certains le promoteur d'un virus qu'on appelle le virus vacuolansimien 40, SV40. Donc il y a tout ce qu'il faut déjà pour rendre malade dedans, effectivement. Et là, il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce qu'on est juste autour de l'injection et on essaie de diminuer ? Évidemment, la réponse est ne faites pas cette injection. Voilà. Fais un faux, fais ce que tu veux. Personne, le conseil de l'ordre n'est pas là. Voilà, faites des faux. Vous coupez au montage. Et si vous faites un vrai, faites le minimum. Faites rien, diluez-le, etc. Parce qu'il y a toujours moyen de faire autrement. C'est un principe en permaculture. Il y a toujours au moins une autre manière de faire quand on pense qu'on est bloqué. Et puis ensuite, c'est ok, il y a la détoxication, etc. Mais tout le reste. Tu fumes, tu bois, tu es stressé, tu te drogues à la BFM, tu regardes des conneries, etc. Ça, c'est l'énergie vitale. Je reviens là-dessus, c'est absolument fondamental. Vous pourrez vouloir extirper tout ce que vous voulez du corps de quelqu'un, s'il est rincé, la moindre saloperie le terrassera en fait. Donc, moi j'ai beaucoup fait de l'hématologie, le traitement des leucémies, des lymphos, et donc de la réanimation en hématologie. Ce sont des patients extrêmement fragiles, qui n'ont plus aucun système immunitaire. Et donc, proprement, ils faisandent sur place. C'est-à-dire que la moindre bactérie, le moindre champignon qui vient, c'est comme une poire qui est en train de pourrir avec un petit nuage gris dessus. C'est ça qui se passe. Et donc, dès qu'ils ont 38,2, on se jette dessus, on leur balourde des antibiotiques, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Ils n'ont pas de système immunitaire. Et donc la question, c'est pas combien d'antibiotiques, combien d'antifongiques, combien d'antiviraux, combien je sais pas quoi. C'est comment on te remet un système immunitaire. C'est la seule vraie question. Et donc là, c'est la même question dans l'histoire de la vaccination. C'est est-ce que travailler sur ces sujets-là n'est pas beaucoup plus simple que d'essayer de travailler sur un truc très flou pour le moment de détoxication de vous savez pas quoi, vous savez pas quelle proportion, ou vous savez pas où dans le corps de quelqu'un. Donc les propositions. Ensuite, maintenant on en vient au protocole de détoxication. Je suis un peu long, mais pour avoir serré les différents éléments. La détoxication elle-même dirait, ça veut dire qu'il y a encore spike. C'est pas vrai. Chez un certain nombre de gens, il n'y a pas encore spike. Ou en tout cas, il faudrait le savoir. Parce que c'est pas la même chose si vous êtes sur spike qui a déclenché une anomalie dissimmunitaire, ou si vous continuez à cracher de la spike parce que vous êtes devenu une petite usine à spike. C'est possible que vous deveniez une petite usine à spike, soit parce que l'ADN s'est intégré dans votre génome, soit parce que l'ARN s'est rétro-intégré dans votre génome, soit parce que l'ADN s'est intégré dans le génome de votre microbiote digestif notamment, donc dans les bactéries de votre tube digestif, et notamment les plasmides à ADN, les ronds d'ADN qu'il y a dans les vaccins,
qui ne sont pas censés y être, hein, normalement, qui fait que d'emblée, le vaccin devrait être retiré du marché. C'est juste pas annoncé, on a trouvé 8 équipes dans le monde, c'est terminé, le produit est nul et non avenu, point barre. Vous n'avez pas besoin de parler de graphène ni rien. Il y a de l'ADN plasmidique à l'intérieur des vaccins, il faut retirer ces produits, point. C'est complètement fou qu'on n'y soit pas encore. Parce que justement, en permanence, on part sur des hypothèses plus ou moins variées, qui ne sont pas inintéressantes, mais ça y est, on a ce qu'il faut. Donc il faut taper là-dessus. Donc si votre microbiote produit de la spike, bon, bah, peut-être qu'il faut changer le microbiote. On sait faire. Il faut manger autrement. On en revient à travailler votre système immunitaire. Il faut faire des greffes fécales. Okay, changer complètement votre système immunitaire. Il faut peut-être faire des antibiothérapies. Vous zinguez votre microbiote et vous en mettez un autre ensuite par une greffe fécale. Ok, bon, ça c'est des pistes, mais c'est pas facile, c'est pas pratique en routine à faire, quoi. Si c'est dans votre génome à vous, je sais pas faire, moi. Je sais pas comment faire pour arrêter ça. Mais on va trouver. La médecine, elle a plein d'idées. Hein. Ok. Ensuite, vous avez spike qui est sécrété, vous voulez le détruire. La proposition, c'est des protéases, des choses qui clivent les protéines, notamment la natokinase et la bromélaïne, qui sont proposées par Peter McCullough et d'autres. Ouais, mais le problème, c'est que c'est des protéases complètement inspécifiques. Et qu'en plus, les produits de dégradation des protéines que vous allez créer, vous allez couper des protéines en petits morceaux, mais les produits eux-mêmes, les petits morceaux que vous avez faits, est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce qu'ils sont métabolisés? Est-ce qu'ils sortent vraiment? Pour le moment, on n'en sait rien. Donc, moi, je suis très prudent sur ce truc-là. Je n'en sais rien. Je n'ai pas suffisamment de data pour pouvoir dire c'est correct. Et donc, un des éléments, à mon avis, c'est pas de bricoler dans son coin de la cuisine, à part sur le système immunitaire ou tout le reste. Là, vous faites tout ce qu'il faut faire, il y a plein de choses à faire. Mais par contre, sur le traitement spécifique, c'est assembler les patients ensemble, les faire se regrouper en association, les faire rejoindre un système institutionnel de recherche, etc. Ça va peut-être paraître timoré comme façon de faire. Mais je pense qu'on est face à un tel scandale sanitaire que si on ne le fait pas comme ça, il y a des chances que toute tentative de traitement, etc., soit tout le temps foutue en l'air par les médias, par le système pharmaceutique, etc. Et en plus, si les patients se mettent ensemble, ou en tout cas les gens se mettent ensemble, ils ont encore une fois, c'est les 65 000 tam-tam, quoi. C'est pas pareil que Gérard tout seul qui dit ouais, comment je fais pour me soulager de ça, quoi. Tout seul, vous pourrez rien faire. Voilà. Oui, juste, vous avez un tout petit peu, je voulais juste faire une remarque, parce qu'on parle souvent dans le cadre de nos réunions des moutons. Et j'ai la chance d'être propriétaire de 2 moutons, dont un bélier. Et je vous assure que rien que pour le ton, c'est compliqué. Donc il y a, je voudrais qu'on réhabilite le mouton. Ça n'est pas un terme péjoratif. J'ai une question. Soyez dans le sérieux, j'ai une question pour Fabien Moine. Vous abordez la santé de manière différente de ce qu'elle a pu être fait dans notre modernité. Mais il n'empêche que, quoi qu'on choisisse, à un moment donné, on va mourir. Comment, dans un système de santé que vous imagineriez pour le futur, vous intégreriez cette question de la mort? Parce qu'en fait, je comprends que si on n'est pas capable d'affronter cette question de la mort, je comprends que les gens veuillent recevoir les tuyaux à n'en plus finir, parce qu'une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus rien. Merci. Alors ça, on va finir là-dessus, donc c'est parfait. Ça rejoint le travail de Louis sur son dernier ouvrage, Traverser la peur. La grande peur fondamentale qu'on peut tous partager, au moins ici, c'est de se dire il y a une finitude à tout ce théâtre et à tout ce que je mets en place. Moi, je l'expérimente, mais comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, en tant que parent, parce que mon fils me confie ses peurs et ses angoisses de finitude. Un jour, tu seras plus là, papa, et tu t'occupes des gens et ils vont mourir. Et donc, il y a toute cette question-là de la mort qui traverse. Et pourquoi tout ça, en fait? Et donc, moi, j'ai toujours dit que la pédagogie que je faisais d'éducation à la santé, ce n'est pas de la thérapie, c'est de l'éducation à la santé. Dans le souci d'autonomie et puis d'altérité à 50-50, la finitude de tout ça, c'est de mourir en bonne santé. C'est ça, en fait. Moi, tout ce que je fais, c'est nous rendre fonctionnels physiquement pour justement, tout ce travail spirituel qu'on fait, d'essayer de trouver cette place ici-bas. Une fois qu'on a trouvé son aspiration, son axe de développement, sa mission de vie, si on peut dire, eh bien, il faut que ça se matérialise, ça s'incarne, et on a besoin d'un corps, d'un vaisseau de réalisation. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est ça va s'arrêter, mais comment? La décrépitude lente, Louis a dû en voir des centaines et des milliers.
mec qui est tuyauté de tous les côtés. Puis alors, qu'est-ce qu'on fait, la famille, monsieur, madame, on débranche quand? Vous attendez que le petit dernier, quand on voyage d'études au Canada, revienne pour qu'on le débranche, ou là on n'a plus de lit, ça serait bien que vous le fassiez maintenant. Enfin, voilà, c'est des questions qui n'ont pas de sens. L'espérance de vie en bonne santé diminue en Angleterre, en Allemagne et en France. Elle augmente sous assistante médicamenteuse très coûteuse. Et de mon point de vue, la pompe s'arrête paisiblement. C'est ce qui se passait dans nos campagnes. Mon arrière-grand-mère, je ne me sens pas très bien, appelle le médecin. Appelle le médecin Auguste. Ok, appelle le médecin vient. Non, ça va, vous êtes un peu fatigué. 20 minutes après que le médecin soit parti, elle meurt dans son lit. Donc déjà, bon diagnostic du médecin, hein, très bon médecin. Hein. Ouais. Et donc, ça marche, c'est surefficace, vous êtes bonne, mon diagnostic est surefficace. Et donc, en fait, ça se passait comme ça dans les campagnes. C'est l'usure. Ça lâche, et hop, et on part dans le lit, on perd comme ça. Mais là, c'est une décrépitude lente, une agonie, un râle qui dure des dizaines d'années. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, quand on me dit des fois, t'es orthorexique, tu fais ça, tu fais ça, mais en fait, je cherche pas la perfection, j'ai pas peur de la mort. Je veux fonctionner jusqu'au bout. Je veux transmettre, je veux partager, je veux recevoir pleinement. Donc, pas peur de mourir. Demain, ça s'arrête, je suis content. J'ai fait des choses, j'ai œuvré, mais j'ai envie d'en faire longuement, partager des choses avec Louis, avec vous, plein d'événements, des combats aussi, parce qu'on a des choses différentes dans les tripes, et donc j'ai besoin de fonctionner. Et jusqu'au bout, j'ai envie de recevoir de la connaissance. Et donc, moi, j'ai pas de problème, et je pense que dans ce système de santé-là, on a évincé l'idée de la mort, et qu'aujourd'hui, vous pouvez court-circuiter cette souffrante idée. Vous êtes en détresse suicidaire quand vous êtes adolescent au Québec, vous avez le droit à l'euthanasie. C'est un droit, au nom de la différence. Vous avez une souffrance non quantifiable, on parlait de la douleur juste avant avec Louis en mangeant à midi. Vous pouvez aller en Suisse et tout, mettre fin à vos souffrances. Le système vous fait comprendre que si vous vous sentez souffrant, vous n'êtes plus rentable. Donc un ado de 15 ans qui est déjà dépressif suicidaire, il y a peu de chances qu'il soit rentable pour le système, il va coûter du pognon, il va faire chier, il va avoir des absences, dégage. Donc l'idée de la mort même va être extrêmement décomplexée dans les années à venir, parce qu'on va vous faire sentir que de la même façon qu'on fait sentir aux jeunes, c'est bien qu'ils ne fassent pas d'enfants, on va faire sentir aux vieux que ça serait bien qu'ils partent plus tôt. Comme disait Brassens, place aux jeunes en quelque sorte. Et donc ça va être un peu ça l'idée. Donc tout le concept de la mort va être remodifié. Et dans Parlons Santé, une des premières émissions qu'on avait faites, c'était autour de la mort. Louis était intervenu, et là on va refaire ça autour du deuil. Re-questionner, remettre sur le tapis ce qui est tabou, mais en fait ce qui est tabou culturel, et pour moi c'est déjà parler de la mort, en parler de manière décomplexée, de manière simple. Oui, il y a une finitude, et ce n'est pas forcément souffrant. On en parle, je ne sais pas si je suis désolé, on mélange des choses, je crois que c'est hier, mais dans une conversation privée. Une des choses dramatiques qui a eu lieu au niveau anthropologique, et j'en parle dans le bouquin, c'est l'interdiction d'enterrer ses morts. Ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose, on ne peut pas mettre ni une fin ni un sens. Eh bien, de la même façon qu'il y a des intelligences il y avait des gens de France Soir aujourd'hui, il y a des IA qui vont prédire le moment de votre mort. Il y a l'article de France Soir. Et bien moi je dis, plutôt que de savoir, d'être angoissé à l'idée de quand est-ce qu'on va claquer à 78,3% selon l'algorithme de l'intelligence artificielle, tâchons de trouver du sens à notre vie, et elle s'arrêtera quand elle s'arrêtera, mais vivons présent et vivons pleinement. On est presque à la fin. On a beaucoup parlé du corps, et peut-être c'est pour ceux qui ont envie de s'étirer, de bâiller, de reprendre contact avec le corps. Normalement, à la fin d'une réunion comme celle-là, vous devriez être rempli d'énergie, il a envie de bouffer du lion, etc. Si vous avez mal au crâne, c'est qu'il y a un besoin fondamental qui n'a pas été satisfait. C'est celui de retour au corps.
Thank you.